Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés et les marchés actions européens notamment qui sont en route pour une 8e semaine de hausse consécutive depuis le point bas de fin septembre, du 29 septembre précisément pour les marchés actions européens. L'Eurostock 50 ou encore le DAX ont repris plus de 20%. Le CAC 40 a repris également 20% au point que le CAC 40 dividende réinvesti ne perd plus que 3% seulement depuis le 1er janvier. L'Europe qui surperforme sur cette séquence, la partie américaine, on notera, les marchés américains ont touché leur point bas le 12 octobre dernier et depuis ce point bas, le S&P 500, fermé aujourd'hui, on le rappelle pour Thanksgiving, n'aura repris que 12% seulement en ligne droite. Intéressant quand même de noter cette fin d'année spectaculaire pour les marchés actions en Europe. Ce sera évidemment le sujet à la une pour nos invités de Planète Marché dans un instant. Dans l'actualité du jour, en l'absence des marchés américains fermés pour Thanksgiving, on peut noter quelques situations spéciales et notamment les discussions confirmées entre De Richebourg et Elior. Alors évidemment, deux groupes qui se connaissent bien. De Richebourg est actionnaire à hauteur de 20% du groupe Elior. Les discussions nouvelles portent sur la possibilité d'un mécano entre les deux groupes. De Richebourg pourrait apporter son activité, sa branche d'activité multiservice au groupe Elior en l'échange d'une participation supplémentaire, 20% aujourd'hui, peut-être plus demain, jusqu'à 30% en tout cas, puisque De Richebourg ne compte pas lancer d'OPA sur Elior. Les deux titres en profitent aujourd'hui. On avait déjà vu le titre Elior réagir positivement hier après sa publication et sa révision à la hausse de croissance organique pour l'ensemble de l'exercice. Elior et De Richebourg font partie encore des fortes hausses du jour sur le marché parisien dans la catégorie des valeurs moyennes. Voilà pour les sujets du jour. Et puis nous parlerons dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, du thème des marchés privés, du private equity, avec une vague de démocratisation pour cette classe d'actifs qui était jusqu'à présent réservée à de grands investisseurs institutionnels notamment ou sophistiqués. Le private equity se démocratise. Il faut innover pour cela. Nous en parlerons avec le managing partner d'Altaroc, Frédéric Stollard, qui sera en plateau avec nous à 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés européens, notamment en l'absence de Wall Street aujourd'hui pour Thanksgiving, c'est avec Alix Nguyen. La bourse de Paris ralentissait légèrement cet après-midi sous l'effet du scepticisme de la BCE. Le compte-rendu de sa dernière réunion indique qu'une très large majorité des membres du Conseil se sont prononcés pour une hausse de 75 points de base des taux directeurs le mois dernier. À noter également que du fait du constat d'un risque croissant d'ancrage de l'inflation, le Conseil privilégie une approche réunion par réunion de sa politique monétaire en fonction des données. La tendance reste cependant soutenue par la perspective d'un ralentissement du rythme de hausse des taux de la Fed et l'amélioration du climat des affaires en Allemagne. L'indice calculé par l'Institut IFO a progressé à 86,3 points en novembre contre 85 anticipés. L'indice des attentes s'est quant à lui apprécié à 80 points, soit 3 points de plus qu'anticipé et après 75,9 le mois dernier. Pour rappel, Wall Street est fermé ce jeudi pour Thanksgiving et ne rouvrira demain que pour une séance écourtée à l'occasion du Black Friday. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui, le titre d'Elior décolle, soutenu par la perspective d'une opération structurante avec son premier actionnaire De Richebourg. Ce dernier apporterait sa branche de multiservices en contrepartie d'une nouvelle montée au capital. Elior doit rendre les conclusions de sa revue stratégique dans les prochaines semaines. De Richebourg grimpe aussi. Unibail-Rodamco-Westfield est en nette progression dans le sillage du stock 600 de l'immobilier
l'immobilier. Le secteur profite de la détente des marchés de taux. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a touché un plus bas de 6 semaines. Demain, on attend surtout de nouveaux indicateurs sur la confiance du consommateur en France et en Allemagne. La bourse de New York fermera ses portes à 19h heure de Paris. Du côté des valeurs, enfin, Laurent Perrier publiera ses résultats du premier semestre 2022-2023. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Cyril Collet est avec nous, le directeur de la gestion quantitative Action de CPR Asset Management. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Julien Kistrebert d'être avec nous également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Directeur des investissements de Montségur Finance. Et enfin Bertrand Puif nous accompagne ce soir. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Vous êtes gérant Action internationale chez Fidelity. Je voulais revenir encore une fois à moins d'un mois de la fin de cette année 2022 sur les performances affichées par les indices européens depuis le 1er janvier. Le CAC 40 Total Return, dividende réinvesti, ne baisse que de 3% à peine depuis le 1er janvier. Et je rappelle qu'on partait de niveaux historiques pour l'indice parisien notamment en début d'année. Comment est-ce qu'on explique cet état de fait à un mois de la fin de l'année 2022 et de tout ce qu'on a vécu à travers cette année 2022, Bertrand? Je pense que pour une grosse partie de l'année, le marché s'était mis donc dans l'analyse des statistiques régulières, quasi hebdomadaires, donc d'inflation, que ce soit évidemment aux États-Unis, mais également en Europe. Alors dans une moindre mesure en Asie, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'inflation n'est pas vraiment une problématique en Asie. On sait que l'inflation en Chine est à 0,5%, donc objectivement, c'est pas vraiment un problème aujourd'hui pour eux. Par contre, évidemment, en Europe et au UK et aux US, c'est un problème. Et c'est vrai que c'est ce qui a d'un côté entraîné la baisse des marchés, puisque derrière, on a une réaction évidemment des banques centrales. Et c'est vrai que les dernières statistiques qu'on a eues, notamment aux États-Unis, mais également les prix de la production en Allemagne, ont été dans l'autre sens et ont déclenché, on va dire, une vague d'optimisme relativement forte que nous on juge clairement trop forte et qui met aujourd'hui plutôt les marchés sur des zones de risque de correction par rapport à la perspective de repli à plat, on va dire, des attentes de profit pour l'année prochaine, où on considère, nous, que quand on regarde que d'un point de vue agrégé au niveau mondial, on attend encore autour de 5%, enfin c'est le consensus attend 5%, nous on est plutôt à moins 7, moins 8. Voilà. Donc c'est sûr que beaucoup de sociétés ont des hausses de prix pour justement contrebalancer cette inflation, qui fait que on a des profits qui, en termes nominal, vont pas s'effondrer, mais il y a quand même un impact. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'un autre côté la problématique de la remontée des coûts des entreprises. Donc les marges sont quand même prises un peu en sandwich. Donc ok, il y a un effet qui compense le fait de remonter ces prix, mais est-ce que ça compensera pour toutes les entreprises? Exactement, c'est pas sûr. Donc nous, on pense que net, ça ne compensera pas tout et qu'on aura une baisse des profits l'année prochaine. Là où, encore une fois, le consensus de marché au niveau global attend une hausse. Et vous dites, là, le marché va un peu trop vite en besogne, parce que quelques semaines en arrière, quand même, le PE forward du marché européen, il était tombé sous les 10, quand même. Donc, encore une fois, cohérent avec l'idée d'une baisse quand même des profits à venir. Après, la problématique, c'est est-ce que la baisse des profits à venir, elle est de 10% ou elle est de 30%? Voilà. Si elle effectivement elle est de 10%, les marchés pouvaient effectivement paraître pas chers. Alors en Europe, puisqu'aux États-Unis, c'est pas la même histoire. Aux États-Unis, on était quand même à 17 fois, 16-17 fois. Ah ouais. Donc c'est pas pareil. Effectivement, l'Europe est très value. Personne ne veut de l'Europe. Ne voulait de l'Europe. Bon, il y a un petit peu rebond là, mais on reste encore sur des niveaux de 12-13 fois qui sont dans une perspective historique, encore une fois, pas très élevée. Mais si on se met, alors on ne va pas se mettre dans la crise de 2008-2009 parce qu'on n'a pas les mêmes, heureusement encore que les choses peuvent dégénérer, mais à l'heure actuelle, on n'a pas les mêmes fondamentaux. 2008, on était tombé à 8 fois en Europe. Oui, voilà. oui. Mais si on regarde plutôt 2000-2001, là on était autour de 10-11 fois. Donc c'est plutôt nous ce qu'on regarde comme étant effectivement... c'est ce qu'on avait fin septembre, au moment du pessimisme mais encore une fois, avec ambiant. un travail sur les profits qui n'avait été pas vraiment réalisé. Après, nous, ce dont on a peur aujourd'hui, c'est qu'il y ait des profit warnings significatifs à partir du milieu du mois de décembre sur certains secteurs et qui entraînent à la baisse
le marché. Alors si effectivement ce profit warning arrive sur les valeurs de consommation qui ont déjà baissé fortement et qui sont effectivement, objectivement, pas vraiment très chères, peut-être que ça n'aura pas d'impact. Par contre, si ça arrive, par exemple, sur des belles valeurs industrielles qui jusqu'à présent ont bien tenu, voilà, les choses peuvent un petit peu dégénérer. Voilà, donc, et puis on verra évidemment les techs américaines, quel type de résultats elles peuvent sortir. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour que le marché américain puisse continuer à rebondir. Voilà. Si les techs ne réussissent pas, et je parle de celles qui sont profitables, hein, évidemment. Oui, bien sûr. On a fait le deuil de toute la partie de la cote qui était un peu conceptuelle, on va dire. Mais voilà, sur la tech profitable, si on réussit à avoir... Parce que la tech profitable, à part Meta, on est quand même sur des 25 fois les profits. Toujours. Donc, c'est pas non plus très peu cher. Voilà. Donc, si les résultats sont là, ça va tenir. Et on a besoin de ça pour que le marché américain aille plus haut. Si ça ne tient pas, ce sera compliqué pour le marché américain d'aller plus haut et de facto pour nous aussi. Donc il y a un risque encore que ce rebond, encore une fois, est très marqué pour l'Europe, ne soit qu'un rebond de bear market, parce qu'on a déjà repris 20% et plus. Hein. Oui, c'est un rebond plus que technique. C'est déjà un peu plus que cet été. Un rebond technique, c'est plutôt ça. Mais là, pour nous, on est allé au-delà du rebond technique et on est déjà en train de consommer de l'optimisme. Voilà. D'accord, ok, je comprends. Cyril, que nous apprend ce rebond de l'automne là? Alors, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses. Est-ce qu'on regarde le marché sous un angle macro ou sous un angle micro? On ne le voit pas du tout de la même façon aujourd'hui. Et par rapport à la pseudo-purge, parce qu'on a quand même des marchés actions qui touchent moins 25 dans l'année et qui finissent l'année assez fortement, je pense qu'il y a quand même eu 2 purges très intéressantes. La première, les grosses techno US, qui ont montré sur les publications du 3e trimestre que il y a un moment donné, ça s'arrête. Et moi, je trouve ça très sain. Alors, j'ai rien contre, qu'on soit clair, même si je ne suis pas très fan des réseaux sociaux. Mais c'est très bien que ça aussi, ça rentre un petit peu en termes de valorisation, en termes de perspective dans un monde un peu plus normal. Et la deuxième, il ne faut pas l'oublier, c'est le drop complet, enfin la chute totale des cryptos. Je pense que ça, c'est important parce que ça n'a pas fait céder l'acheteur final américain. C'était un peu le risque, hein. On nous a expliqué premier trimestre, deuxième trimestre, tant que le Bitcoin va bien, n'ayez pas peur, le ménage américain ne vendra pas la bourse. En fait, là, il y a eu un crash. Parce que le retail américain était devenu finalement le faiseur de marché marginal sur le marché US. 2020-2021, c'est le plus gros porteur, c'est le plus gros acheteur du marché action. Alors, proportionnellement, évidemment pas. Ils n'ont pas compensé le share buyback américain qui a 900 milliards par an. Bon. Les entreprises américaines restent les premières acheteuses d'actions. Oui. Excuse-moi, merci de traduire. Mais l'idée, c'est que quand même, on était sur une hausse 2021 principalement liée à du client final sur le marché américain, avec la même chose sur le Bitcoin. Alors, au milieu, il y a toujours Elon Musk qui traîne, si on peut en parler aussi après. Mais globalement, il y a eu un crash de crypto et le marché américain a tenu. Voire même, il accélère dans la deuxième moitié d'octobre. De ce qu'on peut voir, c'est quand même plutôt des couvertures de short, c'est-à-dire des gérants hedge funds qui avaient des positions short sur le marché qui se sont rachetés, complétés par, mais à nouveau, du share buyback. Vraiment fin octobre, c'est des entreprises américaines qui viennent et qui rachètent. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le client final n'a pas craqué. Et ça, c'est plutôt bien. Les investisseurs classiques, les long only, les asset managers, tous les gens dont le métier c'est d'investir sur le long terme sur les actions, sont aujourd'hui très cash. Ils sont aujourd'hui sous-exposés au marché actions structurellement. Les gens qui font de la gestion diversifiée chez les asset managers sont tous avec 5, 6, 7% de cash, et en croire la dernière étude Fund Manager Survey très intéressante qui est sortie hier. Donc, il y a un potentiel d'appréciation au sens reprise de risque. La question, effectivement, et on revient à ce que tu disais très justement, c'est-à-dire que est-ce qu'on regarde le marché d'un point de vue macro ou d'un point de vue micro? D'un point de vue macro, on a un scénario d'inflation qui vaut ce qu'il vaut. Il y en aura en 2022 et en 2023. Alors, est-ce qu'elle reviendra à 2% ou plus? Moi, je pense qu'elle restera un peu au-dessus des 2%, mais c'est encore un autre sujet. En tout cas, aujourd'hui, ce que le marché regarde principalement, c'est le 10 ans américain. Il est monté à 4,21. Il est redescendu à 3,70. Donc, le marché action s'apprécie en octobre alors que le taux 10 ans augmente. Donc, quand même, ce qui est un petit peu pathétique. Bref. Et là, pour le coup, sur la rebaisse du 10 ans américain, c'est plus classique. Mais on a, d'un point de vue macro, une grande partie des investisseurs qui se disent que le 10 ans, autour de 4%, c'est viable. Et alors, prochain chiffre de l'inflation aux États-Unis, juste la veille de l'intervention de la Fed, donc tout va jouer à mi-décembre quelque part. Et je pense que c'est ça qui va faire basculer les gens d'un point de vue macro, d'un point de vue micro, parce que si le chiffre il est effectivement plus bas encore et que la Fed dit 50 BP, et ensuite on verra bien ce qui se passe en 2023, là les gens, je suis d'accord, vont regarder plus la micro. Et 2023 micro, ça commence à se tendre un peu. Bon, voilà.
Après, à travers la dispersion du marché sectoriel, j'imagine qu'il y a quand même des investisseurs qui sont conscients qu'il y a des risques sur les earnings 2023. On n'attend pas la fin 2022 pour se poser la question. Non, mais alors, la dynamique de révision des bénéfices est très négative. Et surtout, ce qui est très rare, c'est qu'en général, en novembre-décembre de l'année N, on attend 10% de croissance des bénéfices pour l'année. Et là, non. C'est un grand classique. Oui. Là, on est à 6 aux États-Unis, 4 au Japon, 1,5 dans la zone euro et nul en Europe. Et je pense qu'on est en micro, parce que tout à l'heure, tu parlais d'attentes négatives. C'est plus, j'imagine, un transfert macro. Les gens qui font de la macro, aujourd'hui, ils ont des croissances négatives pour 2023. Donc, c'est vrai que, du coup, cet impact-là fait qu'on ne regarde pas la valorisation de la même façon. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on a des croissances l'an prochain qui arrivent à être positives, les valos sont un peu fortes, mais peuvent se tenir. Si on considère qu'on a 10% de baisse de la croissance des bénéfices en 2023, ce qui serait une petite récession, parce qu'en moyenne, c'est plutôt moins 25, moins 30, là, on est sur des niveaux de valorisation qui sont tendus. Bon, je reviens, Julien, à mon CAC 40 qui ne perd que 3% depuis le début de l'année. Non, mais c'est un peu franchouillard, mais on va tous faire le bilan de l'année. Et vous, vis-à-vis de vos clients, évidemment, comment on va leur expliquer que les marchés actions européens, on a quand même une guerre de haute intensité à nos portes, ne serait-ce que ça, une crise gazière, une crise inflationniste comme on n'a jamais vécu depuis des générations, et des marchés actions qui sont pas loin d'être sur leur plus haut historique, hein, on va le dire comme ça. Déjà, sur les IPS, les attentes de résultats par action, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des effets sectoriels assez forts, qui sont quand même pas négligés, même aux États-Unis, hein, puisque si on retraite du pétrole et du secteur bancaire, on n'a pas un panorama aussi positif de la croissance. Non, on a déjà même une baisse des earnings en séquentiel au moins. Exactement. Pour revenir sur l'Europe, il y a aussi un autre effet, c'est l'effet change. Les entreprises européennes sont très internationales, donc rapatrier des revenus en dollars, quand le dollar est à ce niveau-là, évidemment, ça a un impact très positif. Donc il y a ces deux choses-là déjà qui ont un impact, évidemment, ça c'est le premier point. Ensuite, le sujet, c'est que finalement, malgré le fait qu'on se dise que les banques centrales ont remonté les taux, on reste quand même dans une abondance de liquidités. Ce que vous disiez, hein, il y a du cash partout. Donc, de toute façon, et puis quand on regarde le quantitative tightening de la Fed, aujourd'hui, la baisse du bilan, elle est quand même, somme toute, assez raisonnable. Donc, on est encore dans une abondance de liquidités en général. Non, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce rebond, c'est... Pour une fois, c'est le marché action qui a eu raison versus le marché obligataire, ce qui est quand même assez rare. assez rare pour être noté pour l'instant. Les obligations, en tout cas aujourd'hui, sont en train de converger vers le scénario des actions, c'est-à-dire qu'on a des spreads qui se détendent, on a des taux sans risque qui rebaissent aussi. Et ce n'était pas le cas en octobre, effectivement. Hein. Le rebond a commencé avec des taux très élevés et qui continuaient de monter. Hein. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, hein, parce que ça veut dire que les entreprises vont sans doute pouvoir se refinancer dans des conditions un peu moins horribles qu'il y a quelques semaines. Donc ça, c'est évidemment un facteur très rassurant. Et puis je dirais que d'un point de vue micro, c'est tout simplement des bons résultats. Une économie américaine qui est très solide malgré la remontée des taux. Donc finalement, le scénario de tout va bien se passer, c'est possible. Et pour rebondir sur les attentes d'IPS et de valorisation, le PE Forward, évidemment, est basé sur les attentes de résultats des analystes. Les analystes ont souvent une vision très micro. Pour l'instant, sur les publications, tout va bien. Donc il n'y avait pas de raison non plus pour eux de couper de manière massive. Mais effectivement, il y a beaucoup de sujets qui restent en pan. Pourquoi le marché est un peu plus cher que ce qu'on peut imaginer, peut-être Au vu du contexte, je pense qu'on peut tous se dire que si on nous avait donné ce scénario en début d'année, je ne pense pas qu'on aurait été nombreux autour de la table. Même il y a 3 mois, je crois donner cette performance. Il y avait un scénario un peu optimiste qui disait que le deuxième semestre devrait mieux se passer. Mais comme Jackson Hole est passé au milieu de tout ça en disant non, finalement, il va falloir attendre un peu plus. C'est vrai que le point bas de l'année, on l'a fait fin septembre. Hein. Exactement. Mais du coup, finalement, on est en train d'assister aujourd'hui à ce qu'on pouvait anticiper de manière un peu optimiste sur le deuxième semestre, avec des taux qui, pour l'instant, encore une fois, se stabilisent. Et pour finir, juste sur les politiques des banques centrales, je pense que le marché aussi se concentre beaucoup sur le point pivot, donc la fin des hausses de taux, mais il faut se poser la question aussi combien de temps on va rester sur des niveaux relativement élevés. Ça, personne ne se le pose, parce que de toute façon, l'objectif, c'est quand même de faire baisser l'inflation. Donc il y a deux façons de le faire. Il y a le bazooka avec les risques systémiques qu'on connaît, c'est je monte très vite pour casser tout ça. On pense à le discours de M. Boulard récemment qui disait qu'il faudrait au moins être à 5,25 sur les taux de la Fed. Et puis il y a l'autre scénario où on dit on va y aller plus doucement pour ne pas casser la machine. Par contre, on va les laisser haut plus longtemps. Ça,
qui est la stratégie endossée par Jérôme Powell et le board. Bellard est toujours un peu un électron libre, on va dire, dans Bien sûr. dans Mais sa parole. Je veux dire, c'est deux stratégies. Et finalement, si on a des taux hauts, enfin des taux qui restent hauts plus longtemps, c'est pas forcément bon non plus. Ça casse pas le système, mais quand même, ça a des impacts. Et quand on voit la performance de l'immobilier aujourd'hui dans la zone euro-Europe, avec un rebond entre 5, 6 ou 7% des valeurs, bon, c'est vrai qu'ils ont beaucoup souffert cette année. Pour les foncières cotées. Ouais. Exactement. Ouais. Et c'est là où on se dit qu'effectivement, les gens jouent plutôt des taux longs hauts, mais pas très longtemps. Alors qu'en fait, ça, pour le coup, c'est un gros pari. Ouais. Oui, on verra. Le marché, derrière la pause enfin, l'atteinte du taux terminal, le marché voit les taux toujours rebaisser courant 2023, au moins dans la deuxième partie. Pour le coup, c'est a priori beaucoup. Et ça reste effectivement une conversation ouverte, on va dire, pour l'instant. Sur les bénéfices, je reviens avec vous, Bertrand. Où est-ce qu'il y a le plus de fragilité ? Vous avez commencé à répondre à la question, mais est-ce qu'on peut préciser un petit peu, effectivement, quels sont les secteurs où les perspectives bénéficiaires vous paraissent les plus solides aujourd'hui, en prévision de 2023, et là où il y a le risque peut-être de fragilité plus importante ? Alors sur le risque de fragilité, nous on suit pas mal effectivement l'industrie. On a des statistiques, notamment sur l'industrie allemande, où on voit que on est en rythme à moins 20, moins 25 sur la consommation de gaz. Alors il faut se méfier parce qu'il y a un petit peu de substitution entre le gaz naturel et tout ce qu'on appelle donc le LPG, donc le GNL, gaz de pétrole liquéfié, le propane, pour utiliser le nom classique. Donc, mais même si on a juste de ça, on va dire qu'on est en rythme quand même à moins 20. Attends, 20% de consommation de gaz en moins, mais il n'y a pas 20% de production en moins. Alors voilà, c'est pour ça où effectivement... Il y a il y a un effet sobriété derrière quand même. Il y a un effet aussi où on voit pas des efficacité. stocks qui s'étaient reconstitués, donc à part dans l'automobile où effectivement là, pour le coup, on est en train de les reconstituer maintenant, mais dans le reste de l'industrie, il y a des stocks qui s'étaient constitués, donc effectivement la demande s'est pas effondrée de l'ordre de 20%. Par contre, la production, effectivement, elle est corrélée. Je rappelle qu'on suivait historiquement, et on suit toujours d'ailleurs, la Chine. La à travers l'électricité. C'est vrai. C'est effectivement nous ce qu'on voit en Allemagne. Donc, il peut y avoir, effectivement, pour les industries chimiques, par exemple, pour des industries également, donc machines à outils, des risques de révision à la baisse. Notamment, je rappelle que ces grosses sociétés allemandes sont sensibles aussi à la Chine. Et que la Chine n'a pas réouvert. Où la Chine réouvre, referme. Et on ne s'en sortira pas puisque jusqu'à ce qu'ils accepteront d'avoir une explosion des cas quand ils réouvrent. Puisque s'ils réouvrent, il y a des cas forcément, et ça les pousse à refermer. Et là, l'impact peut être toujours aussi dur que ça l'a été précédemment. Les boîtes ont trouvé de la substitution, là aussi, de ce point de vue-là. Le problème, c'est que la substitution... Mais ça reste faible. Voilà, pourquoi le G20 était en Indonésie ? Parce que l'Indonésie est en train de devenir un partenaire central pour les sociétés chinoises. Donc, mais je ne suis pas sûr que l'État chinois laisse les sociétés chinoises continuer à transférer leurs actifs industriels en Indonésie, au Vietnam ou dans d'autres pays comme ça. Donc je pense qu'à un moment donné... Voilà, la Chine, aujourd'hui, c'est un facteur d'incertitude qui fait que beaucoup de sociétés européennes, il y a aussi des sociétés suédoises bien connues, des SKF par exemple, qui aujourd'hui ont un discours très prudent parce que la demande asiatique et en particulier chinoise, il est très difficile pour 2023 d'avoir une idée. Et quand vous êtes un industriel, c'est pas comme dans le service. Il faut prendre des décisions aujourd'hui sur votre rythme de production. Vous pouvez l'ajuster dans l'année, mais vous ne pouvez pas ajuster au jour le jour votre production. Donc ça, c'est effectivement un secteur sur lequel nous, on voit un risque. Donc il faut vraiment faire du stock picking, la sélection de valeur dans ce secteur-là. Vous en avez d'autres. Par exemple, on a vu que Koné, qui pour le coup est très sensible à la Chine, mais les investisseurs avaient un peu trop puni le titre et on était arrivé à une valorisation qui ne prenait même pas en compte la valorisation de la valeur de la base installée. Vous voyez, donc il y a eu ce travail qui a été fait, le titre a remonté fortement, par exemple, mais là-dessus. Bon, donc ça, effectivement, il y a des opportunités, mais il y a des risques dans le domaine industriel. Là où on voit, par contre, d'une manière agrégée, un potentiel de bonne surprise, c'est dans le secteur financier. Alors les banques, évidemment, puisque même dans le cas d'une récession, les mauvaises créances, nous on voit, parce qu'on analyse les cycles précédents, un rebond potentiel uniquement à la fin de l'année 2023, quatrième trimestre. Donc d'ici là, elle bénéficie de la continuité de hausse des taux et effectivement du marché obligataire, qui revient à un marché sur lequel ils se remettent à faire de l'argent.
Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis les assurances. Les assurances, il y a eu beaucoup en fait de craintes par rapport à ce qui s'est passé notamment au Royaume-Uni avec les assureurs qui se sont retrouvés avec des problématiques de bilan. Ils avaient utilisé des swaps. Bon voilà. Et donc on trouve que le secteur a été un peu puni dans son ensemble et traite aujourd'hui sur des valorisations qui sont quand même assez faibles. Quand on regarde AXA qui est à 6,5 fois, 7 fois les profits de l'année prochaine. Alors évidemment, il y a l'activité d'assurance dommages qui sera, de notre point de vue, peu touchée par même si on rentre dans une récession. Mais par contre, effectivement, l'assurance vie qui sera un peu plus touchée si on a une contraction à nouveau des marchés de capitaux. Mais bon an, mal an, au final, on considère que les attentes des analystes sont relativement faibles. Et sont en train vraiment d'anticiper un taux de défaut des entreprises telles qu'elles vont arrêter de s'assurer. Oui. Donc c'est un petit peu excessif. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un secteur qui était déjà peu cher avant, mais qui n'a pas bénéficié, contrairement aux banques, du rebond value, du rebond du style value. Donc pour nous, c'est un secteur qu'on regarde vraiment. Dans la dispersion sectorielle, en vue des résultats de 2023, qu'est-ce qui vous paraît comme intéressant, excessif aujourd'hui, Julien? Est-ce qu'il y a des secteurs, je ne sais pas, qui paraissent solides face aux perspectives bénéficiaires de 2023? Est-ce qu'il faut d'ailleurs réorganiser à nouveau ces portefeuilles actions dans la perspective de 2023? Je dirais que, alors pour l'instant, je vais rester sur le scénario où les taux ne rebaissent pas trop vite. Ouais. Donc dans ce cadre-là, plutôt un biais un petit peu value, toujours. Pour plein de raisons. On a parlé, les valorisations sont extrêmement basses. En tout cas, c'est logique pour des cycliques en général, mais c'est quand même très très bas. Je pense au secteur pétrolier, par exemple, avec des générations de free cash flow qui sont quand même très impressionnantes. Et puis on retrouve même dans les valeurs moyennes quelques dossiers où on a des niveaux de free cash flow aussi qui sont extrêmement élevés. Les valeurs de croissance, je dirais que c'est commencer à en remettre un petit peu. Parce qu'on a des niveaux de valo qui ont quand même fortement corrigé. Si on parle de résilience, si on regarde les modèles de software SaaS, on est passé de plus de 10 fois le chiffre d'affaires quelques trimestres à 5 fois aujourd'hui. Ouais. Donc on revient sur des choses qui sont pas complètement aberrantes en tout cas. Plus compréhensibles. On a retrouvé des choses qui sont un peu plus cohérentes. Donc je dirais que petit à petit devenir de plus en plus neutre sur la surpondération value. Voilà, effectivement, les biens de consommation, ça c'est une évidence. Le real estate, on en a parlé, qui rebondit, mais qui vient de nulle part. On a perdu quoi, 30 jusqu'à 30-40% sur les foncières cotées en Europe, c'est ça. On a des cotes sur ANR, sur certaines qui sont montés à 50-60%. Donc des choses. Après, il y a l'effet de levier qui joue, qui accentue les choses, mais on avait clairement des choses qui étaient un petit peu aberrantes. Surtout si on compare, je donne cet exemple, mais si on compare avec les CPI où les gens continuent à les acheter sur des taux de capitalisation du début d'année et que vous achetez des foncières qui ont des taux de capi qui ont fortement augmenté aujourd'hui pour un coût de transaction qui n'est pas le même quand même, accessoirement. On peut se dire qu'il y a quand même un trading entre les deux qui peut faire du sens. En tout cas, si les foncières restent à ce niveau-là, ça veut dire que les CPI vraisemblablement vont devoir baisser à un moment. En tout cas, on ne peut pas rester dans cette situation, ça c'est très clair. Prudence évidemment sur tous les sujets de consommation, mais c'est vrai qu'il faut rester. Le marché est quand même très momentum, donc il faut rester quand même. C'est pas parce que c'est peu cher et résilient qu'il faut en acheter. Il faut quand même qu'il y ait un catalyseur, une histoire, et qu'il y ait un peu d'earnings momentum. Le bon exemple, c'est le secteur des télécoms. On voit que ça résiste, mais dès que ça rebondit un peu, ça rebaisse ou les gens arbitrent. La seule qui fonctionne pas trop mal, c'est Deutsche Telekom parce qu'ils ont la locomotive T-Mobile aux US. Il y a de la croissance. Et un gros dividende. Mais c'est pas que le dividende. Moi, je pense que c'est vraiment le côté momentum de T-Mobile qui continue d'être très solide, qui drive en fait la valorisation. Et puis la santé, évidemment, qui a toute sa place de toute façon en fond de portefeuille toujours, puisque et qui a plutôt joué son rôle d'amortisseur défensif. Exactement. Et puis on voit des dossiers qui continuent. Alors, je parle pas des biotech, c'est un autre sujet, mais par exemple des dossiers comme AstraZeneca que nous on aime bien, on voit que le pipeline est extrêmement solide, la valorisation est pas aberrante vu la croissance d'IPS attendue. Donc il y a encore des choses à faire dans ce secteur-là. En tout cas, sur ces niveaux de marché, pas forcément aller plutôt sur des secteurs un peu plus solides, un peu plus résilients de ce type-là.
Cyril, je regardais, alors c'était une étude d'un de vos confrères, je les cite, JP Morgan Asset Management, ils font l'exercice chaque année de se projeter sur 10-15 ans et de regarder un peu notamment les espérances de gain des grandes classes d'actifs. Bon, ils appellent le retour du fameux 60-40, ils disent que le reset de 2022 sur l'ensemble des classes d'actifs, à commencer par l'obligataire, donne des espérances de gains sur 10-15 ans pour un portefeuille 60-40, donc 60% actions, 40% obligataires en dollars, des espérances de gains qu'on n'a plus vues depuis des générations, à plus de 7% de rendement annualisé sur 10-15 ans. L'an dernier, l'estimation qu'ils faisaient pour ce même portefeuille modèle 60-40 $, c'était 4%. On était au plus haut, hein, évidemment, l'an dernier. Et ce qui a été réalisé sur les 25 dernières années, c'est plutôt une performance annuelle moyenne de 6%. Et encore, ils intègrent l'effet baisse des taux continu qu'on a vécu pendant ces 25 dernières années, grosso modo. Est-ce que c'est le grand retour du 60-40, du fonds de portefeuille, là, hein, dans une allocation d'actifs pour les prochaines années? Alors, il faudrait poser la question aux gens qui gèrent Oui. en France, parce que je ne crois pas que c'est la répartition qu'ils utilisent. Non. Ils ont une répartition un petit peu différente, même si... Il y a un fonds de pension dédié à la fonction publique qui doit peut-être... Je ne sais pas s'il est à 60-40, moi j'ai plus en tête un 70-30 dans l'autre C'est sens. 70-30 en Europe, on est plutôt d'accord. Il me semble. Bon. Et avec notamment par contre, chez la question gestion des retraites, un peu plus d'actions internationales enfin, le bloc Action internationale est en train de monter. Non, c'est vrai, j'ai pas vu passer l'étude de JP Morgan, mais celle du survey d'hier disait une chose assez intéressante. Les sondés attendaient 6,1% de performance des actions américaines pour les 5 prochaines années, à mettre en regard de 4,6% pour l'investment grade américain toujours, et 4% pour les taux d'emprunt d'État. Et donc là, on a eu une discussion avec un client cet après-midi là-dessus. La question, c'était qu'est-ce que ça génère comme allocation d'actifs? Donc moi, en tant que gérant action, je dis les actions, il y en a plus, donc fatalement, on va mettre un peu plus d'actions. Et le client me dit tu es bien mignon, mais à 4% de rendement garanti, non, je ne mets pas plus de risques. Sauf que c'est en dollars, forcément en euros, et nous, on est plutôt autour de 2%, donc je pense que la question est différente. Et pour l'avoir un petit peu dans mon explication avant de commenter ces trois chiffres-là, je pense que au-delà des attentes, qui sont effectivement très fortes, complètement d'accord. Parce on a recréé quelque chose là d'extraordinaire. Même si, finalement, ce qu'on recrée, c'est plus une opportunité de taux aujourd'hui qu'une opportunité action. On vient de le dire, on vient de prendre 25 minutes. Après le rebond, oui, d'accord. On vient de dire 25 minutes pour dire que, bon... Alors, les chiffres de l'étude de JP, pour être très fair, ils ont été arrêtés au 30 septembre. Voilà. Donc, au moment du point bas. Donc, je comprends beaucoup mieux. Parce qu'aujourd'hui... Non, mais la précision est utile. Et donc, non, mais si on regarde ce 6, 4, 4,5 pour faire simple, moi, je trouve que au-delà de ces chiffres en nominal, ce qui induit une allocation d'actifs, c'est l'anticipation d'inflation. Si vous attendez une inflation normée, genre ce qu'on a eu depuis 10-15 ans, pas beaucoup, mais allons jusqu'à 1,5 ou 2%, alors effectivement, raisonnablement, vous avez des produits de taux qui vont reconnaître un rendement certain. Vous avez des produits avec un peu plus de risque de l'IG, voire même du high yield dans certains cas, qui vont avoir du sens. Si vous avez une inflation qui s'installe, qui n'est pas à 2%, mais qui est 3 ou 4%, là, je trouve que l'allocation d'actifs induite, elle est totalement différente. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tous ces gens qui investissent sur le long terme, ils vont devoir se dire, finalement, on ne revient pas à 2%. Donc, il va falloir ma poche action, elle doit être plus structurelle. Oui, mais pas uniquement. On parlait du private equity. Oui, bien sûr. Tous les actifs qui, au sens réel, large, peuvent intégrer l'inflation. Il y a aussi des obligations indexées sur l'inflation. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et du coup, ma réponse, désolé, elle n'est pas fixe. Non, mais si. Je trouve que dans cette hiérarchie-là qui reprend du sens, même si au 30 septembre, encore une fois, les actions avaient un potentiel certain qu'elles ont un peu moins aujourd'hui, je pense que finalement, c'est le scénario d'inflation qui va me dire que vous mettez plus ou moins d'actions dans votre portefeuille, ou plus ou moins d'actifs pouvant intégrer l'inflation. Parce que, même si c'est positif, ça va quand même manger. Et d'un mot là-dessus, Cyril, c'est votre conviction que les banques centrales ne feront pas tout pour ramener l'inflation à 2% et moins? Alors, ma conviction, j'ai lu quelques papiers là-dessus que j'ai trouvé particulièrement pertinents. Je trouve que la ramener à 2%, surtout en euro-Europe, tout à l'heure on parlait aussi de la différence de performance entre l'euro et les États-Unis, le choc de taux aux US, il peut aller jusqu'à 4, 4,5, 5%. Chez nous, s'il y a 5% de taux long... Ah oui, c'est fini, oui. Ça me paraît difficile. Compliqué. Voilà, on va dire ça. Donc du coup, le choc de taux, il sera plus aux États-Unis que chez nous. Et par rapport à ça, oui, c'est vrai que c'est plus simple d'anticiper ça côté euro que côté États-Unis.
Sur les dossiers spécifiques, si vous avez des éléments complémentaires, Bertrand, bien sûr, je voulais qu'on aborde peut-être... Alors, il y a les discussions de Richebourg-Elior, si ça vous intéresse. Il y a le dossier téléperformance aussi. Après 10 jours après le crash, il y a quand même quelques premières actions qui ont été mises en avant, avec l'idée d'abandonner les activités de modération pour les contenus les plus offensants, ce qui a déclenché la crise chez Téléperformance depuis la Colombie. Oui, c'est ça, je dis pas de bêtises, ministre colombien. Et puis des négociations, là aussi, alors sur la question du droit du travail, pour essayer d'obtenir un accord cadre mondial avec une grande réunion de syndicats suisses, je crois, enfin l'organisation est suisse, qui s'appelle Uni Global Union, et il y avait déjà eu des tensions entre ce regroupement de syndicats et Téléperformance sur la question du droit du travail. Est-ce qu'il y a un des deux dossiers là qui vous intéresse, ou les deux d'ailleurs, Bertrand ? Oui, on peut brièvement parler des deux. Si on commence par Téléperformance, c'est vrai que on a un risque ESG, entre guillemets, qui est important. C'est-à-dire que dans les fonds best in class, qui est quand même ce qui a été le plus vendu sur les dernières années, il y a une consanguinité, c'est-à-dire que les titres qu'on retrouve au travers des différentes sociétés de gestion qui proposent ces fonds-là, il y a beaucoup, en fait, qui sont les mêmes. Et Téléperformance, c'était un peu une darling, comme l'était Orpea, comme l'était Wirecard à un moment donné. Oui. Et donc, effectivement, il y a eu des moments où les choses... Problème de gouvernance chez, effectivement, Wirecard, chez Orpea, bon, tout le monde connaît la problématique, et voilà. On ne va pas revenir là-dessus. Sur, par contre, effectivement, Téléperformance, là, c'est pas forcément un problème de gouvernance, c'est une problématique très spécifique, mais je trouve que la réaction du titre face à cette micro-problématique, quand même, et qu'ils ont adressé très très vite, a été complètement disproportionnée. Et montre le fait qu'à partir du moment où il y a un risque de controverse, eh bien, vous avez beaucoup de fonds best in class qui sont tout simplement obligés, de par le process qu'ils ont vendu à leurs clients, de vendre. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas de savoir si effectivement il y a une action, et cette action elle a été quand même massive, puisqu'ils ont quasiment fermé l'activité, il en reste une petite partie, mais tout ce qui portait à discussion a été fermé, ils ne reviendront pas. Donc ils ne reviendront pas pendant un moment. Puisque quand vous parlez avec ces gérants-là, ils vous disent que quand il y a une controverse... c'est 2 ans. Minimum, dead money pendant 2 ans. Minimum. Donc derrière, voilà. Et ça, c'est vrai que ça crée de la volatilité, alors que quand on achète des fonds ESG et qu'on a un client final, on s'attend à avoir quelque chose qui est peut-être moins volatile, effectivement. Ouais. Et donc là, il y a quand même un ajustement. Il y a une réaction moutonnière, mais ça, moi, je l'ai vécu en discutant avec ces gérants-là. C'était l'affaire Solution 30. Le jour, alors je ne sais plus à quel stade du crash de Solution 30 on était, mais est-ce que tu es convaincu que c'est une fraude ? Pourquoi ? Ah non, mon fonds est labellisé, je ne peux plus afficher cette position, je coupe minimum 50% de la pause, sans me poser la question de savoir qui a raison entre Muddy Waters, Solution 30, etc. Voilà. Ça, c'est quand même le revers, entre guillemets, effectivement, d'une partie de l'ESG. En tout cas, d'une partie de la manière dont l'ESG est pratiquée aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en train d'évoluer. Et nous, on pousse beaucoup chez Fidelity l'ESG d'engagement. Au sens où, voilà, on ne va pas chercher forcément à avoir tous les mêmes sociétés que nos concurrents en disant c'est les meilleures, parce que maintenant on est tous arrivés à identifier quelles sont les meilleures sociétés d'un point de vue critère ESG. Maintenant, par contre, celles qui aujourd'hui ne sont pas forcément les meilleures, mais qui ont mis en place, ils sont en train de mettre en place des choses pour s'améliorer et qui vont contribuer beaucoup plus que les meilleures sociétés à l'atteinte du but global, mondial, notamment par exemple de réduction du CO2. Voilà, ça c'est des choses, si vous voulez, qui nous parlent et dans lesquelles on a l'impression d'apporter une valeur ajoutée aux clients. Et ça, les clients le comprennent. Est-ce que la réglementation même permet de pratiquer l'ESG de cette manière-là, en s'affichant comme un investisseur responsable du point de vue de la réglementation ? Alors, il y a un tri qui est en train de faire par les régulateurs, je pense que ça ne vous aura pas échappé. Il y a eu beaucoup de fonds dits article 9 qui sont un petit peu rebrandés, descendus d'un cran. Avant que ce soit fait par le régulateur. Donc 9-1, 8. Rétrogradé à 8. Donc voilà, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi et que, voilà, un article 9, c'est vraiment un investissement très spécifique et il ne faut pas expliquer aux clients qu'il peut y avoir que des articles 9 si on fait l'ESG. Il peut y avoir des articles 8 qui font de l'ESG d'engagement. Bien sûr. Je gère un fonds, justement, article 8, qui investit donc dans les pays nordiques, et en particulier dans les matières premières et le pétrole en Norvège. Equinor, société pétrolière concurrente de Total, est un des mieux disants ESG dans son secteur et même au-delà de ce secteur pétrolier. Il y a des sociétés industrielles qui sont moins disantes que Equinor en termes de réinvestissement de ces free cash flow dans des objectifs ESG. Et donc, c'est vrai que pourquoi ne pas investir dans ces sociétés-là ? Justement, on aide à l'atteinte d'un objectif global. Voilà. J'entends.
Et peut-être donc juste 2 mots très vite sur De Richebourg. Donc De Richebourg, il faut avoir en tête qu'il y a 10 mois, ils ont fait une acquisition transformante, des corps dans leur domaine corps, qui est en fait le traitement, la valorisation des métaux. Et que, aujourd'hui, donc, ils transfèrent, donc entre-temps, ils avaient pris cette partie. Ils envisagent, ils discutent d'un transfert. Ils discutent d'un transfert, effectivement, de leur activité, une partie de leur activité qui n'est pas, donc, cœur pour eux dans le futur, donc, pour devenir un pure play, entre guillemets, parce qu'eux aussi ont un problème de valorisation. Le titre a méchamment pâti, en fait, à la fois donc, du sell-off sur les petites et moyennes sociétés, mais en plus du fait qu'ils étaient liés à un certain nombre de matières premières, puisqu'on considère que le recyclage, c'est une forme de matière première sur les métaux. Donc ça leur permettrait de devenir plus facilement investissables et de se focaliser effectivement sur l'extraction des synergies avec cette grosse acquisition. Et puis du côté effectivement d'Elior, ça leur permet certes d'avoir une contribution d'EBITDA supplémentaire. Après la question nous qu'on pose, parce qu'on n'a pas les données évidemment aujourd'hui, c'est quelle dette va être transférée en même temps. Donc évidemment, ils ne vont pas transférer énormément, sinon l'intérêt est nul. Mais voilà. Donc, ça veut dire un peu plus de dette en plus peut-être pour... en disant ça va réduire effectivement l'endettement d'Elior. Bon, attention, peut-être que ça le réduira, mais peut-être moins que ce qui est anticipé. Julien, sur Téléperformance et De Richebourg-Elior. Sur De Richebourg-Elior, pour aller très rapidement, oui, effectivement, il y aura forcément de la dette de transférer, puisque sinon, ils vont passer les 30%. Donc, c'est inévitable, puisque l'activité multiservice de Richebourg, c'est près de 50 millions d'EBITDA. Donc, même si on met du 4-5 fois l'EBITDA, on arrive à 200-250. L'equity value d'Elior, c'est 450 millions. D'accord, oui, donc on est... Oui. Donc, il y a plus de la moitié. Oui, effectivement. Donc là, il y a un sujet. Ils ne veulent pas faire de paix. Voilà. Donc voilà, après, pourquoi pas. Pour Elior, je ne suis pas sûr que ça résolve grand-chose, puisqu'il y a un problème structurel. Si on compare par rapport à Compass et Sodexo, ils sont beaucoup plus européens qu'à une zone plus compliquée. Ils ont moins de contrats cost-plus, donc ils sont plus sensibles à l'inflation. Donc ils ont des marges plus faibles. Enfin bon, si on additionne tout, quand même, c'est assez compliqué. La seule bonne nouvelle de la publication, c'était un taux de rétention qui était assez bon des contrats. Donc ça, c'était effectivement une bonne nouvelle. Mais ça veut dire aussi qu'ils vont être, dans les nouveaux appels d'offres, ils vont être forcément désavantagés par rapport à des Sodexo qui aujourd'hui ont une situation bilancielle très solide, qui ont la partie ticket qui fonctionne très bien. Voilà, donc ça va vraisemblablement rester compliqué pour eux. Et puis voilà, puis globalement, quand vous avez une société qui a plus de 400-500 millions d'equity et plus d'1 milliard de dettes, ça doit être un warning. Et puis après, du coup, quand on arrive dans ces scénarios-là, un peu comme sur Orpea, les mouvements que vous avez sur l'equity sont tellement faiblement impactants sur la valeur de l'entreprise que finalement, ça ne veut plus dire grand-chose. Oui, bien sûr. Donc voilà, compliqué sur jouer le secteur. Vaut mieux être sur Sodexo, ça me paraît plus sage, et avec des niveaux de multiples qui sont malgré tout assez raisonnables sur un Sodexo, qui a été assez bon sur l'Investor Day. Sur la partie ESG, je vais faire très rapidement. Sur la partie ESG, effectivement, c'est l'effet mémoire, puisque toutes ces boîtes, finalement, où on a eu des sujets, elles ne s'en sont jamais vraiment relevées. Alors, soit elles ont fermé, soit elles ont dû être recapitalisées, soit, comme Solution 30, elles sont restées en bas. Enfin, en tout cas, elles n'ont pas beaucoup remonté. Donc, je pense qu'il y a un effet mémoire des gérants. Et finalement, se dire, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller contre le flux, tout le monde va sortir. Donc maintenant, principe de précaution, plus le risque, plus le compliance qui va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? Et Téléperf, ça peut être un contre-exemple de cette règle-là ou... Je pense clairement c'est excessif, mais on voit l'impact des fonds, parce que clairement, on a eu des... Il y avait quoi, 20% de base d'investisseurs ESG Mais je pense par rapport à cet effet-là, la taille de l'entreprise au départ est très importante, parce que si je peux me permettre, si on regarde ce qui est arrivé à Bayer, quand ils ont racheté Monsanto aux États-Unis, ils ont souffert. Mais on n'est pas sur la même capitalisation, mais on n'est pas sur la même entreprise. Ce que j'allais dire d'ailleurs sur Apple et Volkswagen, qui ont quand même des controverses sur le travail en Chine. Bon, finalement, Volkswagen, je comprends que les fonds best in class n'en ont pas forcément en ESG. Donc, il n'y a pas de sujet de flux là-dessus. Il y a mémoire, là aussi, peut-être. Là, on est tranquille. Apple, Apple, il passe, ça glisse dessus, Apple. Ces investisseurs américains, ils sont un peu moins sur ce sujet-là que nous aussi. Donc, je pense que ça joue. Voilà, donc, il y a un effet sur des tensions dans une typologie de portefeuille, ce qui faisait aussi que beaucoup de ces boîtes-là, c'est celles qui avaient des multiples qui étaient parfois les plus questionnants, même si elles sont très belles, qu'elles ont de la croissance, on veut, mais je vais ticker toutes les boxes, et elles avaient à un moment aussi des multiples qui pouvaient paraître sympathiques, voire trop sympathiques, voilà. Donc effectivement, c'est le sujet, et c'est fait partie de la gestion des risques, et tout simplement, en bonne gestion, qu'on trouve la valo idiote ou pas, il y a un mécanisme de flux, donc parfois lutter contre le flux, c'est un peu compliqué. Oui, bien sûr. Bon,
Ouais, puis Conclusion, Cyril, là-dessus. il y a souvent un mécanisme de protection, en fait. Parce que par rapport au flux, il faut être très clair, il y a des gens qui font de la notation ESG et qui, à partir du moment où ça va au pénal, finalement, ils dégradent de base pour ne pas prendre un risque financier sur leur qualité de leur notation. Ouais. Et donc, si vous avez déjà des entreprises, si on prend dans le cas de Téléperformance, il y avait même si c'est une très belle entreprise de croissance qui a fait un parcours magnifique, il y avait déjà une ou deux controverses. Bien sûr. Et donc, le risque, c'est un peu ce qu'on vient d'être dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que je suis le dernier à sortir ou pas? Donc, c'est vrai que moins 24, le premier jour, c'est totalement excessif, mais je pense que tout le monde a réagi de la même façon, enfin tous les gens qui ont vendu, en disant, je vends, je me trompe peut-être, mais si jamais j'aurai le temps de revenir. Ouais, Je pense que c'est vraiment ça le sujet, Ouais, je comprends. parce qu'encore une fois, il y a un phénomène de cascade, et la controverse amène la dégradation amène les flux, quoi qu'il arrive. Donc dans un premier temps, c'est vrai que le premier réflexe, c'est de protéger le portefeuille. Alors c'est pas très investissement à long terme, mais c'est quand même des fois assez pertinent. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Cyril Collet, CPR Asset Management, Bertrand Puif, Fidelity et Julien Kistrebert, Montségur Finance, étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à parler du private equity dans cette vague, cette grande séquence d'ouverture du private equity, de la démocratisation du private equity, comme on l'appelle désormais, classe d'actifs qui a été réservée pendant un temps aux grands investisseurs institutionnels et qui s'ouvre de plus en plus à des investisseurs particuliers et privés. Pour cela, il faut de l'innovation. Et nous allons en parler avec Frédéric Stollard, Managing Partner d'Altaroc. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. La promesse d'Altaroc, c'est permettre au plus grand nombre, aux investisseurs privés, comme on dit, d'accéder à un private equity, pas n'importe lequel. On va le redéfinir ensemble, mais le private equity d'exception. Votre actualité nous amène à parler de la collecte du millésime numéro 2 qui est en cours. Frédéric, le premier millésime avait permis de collecter 180 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Qu'en sera-t-il du second millésime, Frédéric? Alors, je vais répondre autrement. On va dire que sur les 12 derniers mois, Grégoire, on a collecté à aujourd'hui un peu plus de 500 millions. D'accord. Donc avec la fin du premier millésime et le millésime 2 en un peu cours. plus de 500 Très bien. millions. Alors, ça fait de nous le premier fabricant de produits de qualité institutionnelle de private equity à destination des clients privés en France. 500 millions de collectes sur les 12 derniers mois, c'est des beaux chiffres. Hein. Sur le retail, ce sont des chiffres considérables. Et je voudrais dire une chose importante. On a fait ça sans être référencé en assurance vie française. Donc, il faut imaginer ce que ça fera quand on sera référencé en assurance vie française. On va parler d'innovation tout à l'heure. Ça va être le cas, ouais. Et on a fait ça dans un contexte économique compliqué parce que il y a, et vous en parlez tous les jours, Grégoire, il y a beaucoup d'inflation, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a une géopolitique qui est compliquée. Mais pourquoi on a réussi à collecter ces sommes-là alors que le produit est nouveau? Parce que les gens sont à la recherche de quelque chose de différent. Ils cherchent des rendements, de la décorrélation et du sens. Et on s'en est parlé depuis longtemps. Je pense que le private equity d'exception offre tout ça. Et je pense que c'est la raison de la collecte qu'on a réussi à faire sur des volumes très importants depuis 12 mois. Voilà. L'investisseur final, l'investisseur privé, il a bien compris aujourd'hui la mécanique d'investissement dans le private equity. C'est un sacré mariage quand même, hein, parce que le marché action, on peut se marier un jour et le quitter le lendemain. Le private equity, c'est pas ça. Je veux dire, comment on fait passer ce message-là au client privé en lui faisant bien comprendre effectivement l'engagement que ça demande aussi en tant qu'investisseur. Et puis on parlera de où est-ce qu'on a envie d'investir dans le private equity, parce qu'il y a quand même des segments de marché qu'on a vu s'effondrer jusqu'à il y a encore récemment. Donc tout ça doit, j'imagine, amener de la vigilance quand on investit dans le privé. On fait énormément d'éducation, Grégoire, et je dis ça avec beaucoup de respect. On s'adresse à une audience qui découvre la classe d'actifs. Et quand je dis audience, on a deux audiences quelque part. Notre première audience, ce sont nos partenaires distributeurs, qui même s'ils ont entendu parler du private equity, ne manipulent pas toujours cette molécule private equity au quotidien. Donc on fait un travail d'évangélisation, de formation qui est très important. On a monté une académie, on a des formations, on fait des webinaires toutes les semaines, on a fait 100 vidéos pour expliquer, Maurice Chéniaud et moi, on a fait 100 vidéos pour expliquer ce qu'est le private equity, comment investir en private equity. Et
Pourquoi investir en private equity? Est-ce que c'est le moment d'investir en private equity? Comment est-ce que nous, Altaroc, on investit en private equity? On est extrêmement vigilant quand on explique les mérites de la classe d'actifs, à expliquer les risques, les enjeux, les avantages, les contraintes. Donc, on est sur la route. Moi, je fais à peu près 4 pitchs par jour, Grégoire. Je suis sur la route toute la journée. Mais ça montre bien l'investissement que ça demande énorme pour faire comprendre les mécanismes d'investissement dans le private. Pour faire comprendre, pour être clair, pour être transparent et pour donner envie aussi. Et parce que notre enjeu chez Altaroc, avec toutes les équipes qui m'accompagnent, c'est de donner envie aux clients privés d'accompagner cette classe d'actifs fantastique qui, au-delà de ses performances, ce sont des accompagnements d'entrepreneurs, ce sont des accompagnements d'entreprises, c'est la création de richesses, c'est la création d'emplois, c'est l'innovation, c'est les plus belles boîtes ESG à travers les meilleurs fonds, c'est fascinant. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message en expliquant les plus, les moins et les contraintes. Et le fait que je fasse ce métier depuis 32 ans, ça m'aide aussi parce qu'en termes de crédibilité, j'ai vécu des heures glorieuses et des heures plus complexes. Mais évidemment, et vous avez cité aussi Maurice Thiello qui accompagne et qui est partenaire de l'aventure Altaroc, le pionnier du private equity en France à travers Apax Partners. Moi aussi, je m'ouvre au private equity. Je discute de plus en plus avec des investisseurs dans le monde privé. Un des trucs que j'ai compris, c'est que les millésimes des années de crise sont souvent d'excellents millésimes. Alors, à travers plus de 30 ans d'expérience, est-ce que vous le confirmez ou pas, Frédéric? Je vais vous répondre autrement. Parce que c'est une question très importante. On me la pose tout le temps en ce moment. On me dit, Frédéric, est-ce que c'est le bon moment d'investir en private equity? Alors, je vais répondre par une réponse simple. Il n'y a pas de bon moment. C'est toujours le bon moment d'investir en private equity. Pourquoi? Parce que, en termes de surperformance, quand je regarde le premier quartile du private equity mondial, les meilleurs élèves du private equity. L'exception, hein. Les fonds d'exception où nous, on essaye de rentrer. Ce premier quartile-là, par rapport à la bourse moyenne, il surperforme de 15% par an, Grégoire. Tout le temps. Donc, c'est tout le temps le bon moment. Maintenant, quand je regarde ce que font les grands institutionnels en private equity, ils investissent tout le temps. Les mêmes sommes, les mêmes quantums. Il n'y a pas de market timing. Alors, il y a une raison à ça. C'est quand on fait un millésime Altaroc, le client, il est engagé, mettons qu'il prenne 100 d'engagement. On va l'appeler à hauteur de 20% par an, tous les ans pendant 5 ans. Donc, quelque part, il va avoir 5 points d'entrée sur le marché. Année 1, 20%. Année 2, 20%. Année 3, 20%. Année 4, 20%. Année 5, 20%. Donc, par construction, le millésime, il a 5 points d'entrée. Et puis, il a aussi 5 points de sortie. Parce que si je dis qu'une boîte, elle mûrit en 5 ans, quelque part, l'investissement de l'année 1, il sort en année 6. Et donc, il sortira 20% de son portefeuille en année 6, 7, 8, 9, 10. Par construction, le millésime, il est distribué, brassé à travers des millésimes économiques. Maintenant, si vous me tordez le bras et vous dites, Frédéric, oui, mais l'histoire a démontré qu'il y a quand même des millésimes qui sont meilleurs que d'autres. Ben oui. C'est vrai. Alors, quand on regarde sur les 50 ans passés, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la question qui m'est posée. Fred, quand on regarde sur les grandes dernières crises mondiales, comment le PE a performé? Bon, je donne 3 exemples. Les 3 grandes crises, c'est quoi? C'est 91, les subprimes. C'est 2001, c'est l'éclatement de la bulle Internet et les tours du 11 septembre qui s'effondrent, c'est quand même monstrueux. Et puis c'est 2008-2009. Là, c'est les subprimes, oui. Ouais. Oui. C'en était un autre. Oui, d'accord. C'était les junk bonds en 91, je l'ai appelé subprime, c'était les junk. Et en 2008-2009, c'est la grande crise financière où, je rappelle, les grandes banques centrales sont en défaut et on s'interroge sur la pérennité des grandes monnaies. On se demande si l'euro ne va pas imploser. Bon. Les bourses, dans ces 3 grandes crises, elles ont fait entre ce qu'on appelle peak to trough, entre le haut et le bas, elles ont fait moins 50 dans l'année de la crise. Qu'est-ce qu'a fait le private equity dans ces 3 grandes crises? Eh bien, pour les millésimes qui sont nés dans ces années-là, sur les 10 ans qu'on suivi, la performance de ces millésimes, le millésime moyen PE monde 91, 32% de perf. D'accord. 2001, 22% de perf. 2009, 21% de perf. D'accord. Ça a été les meilleurs millésimes de la décade. Pourquoi? Parce que même les plus belles boîtes sont impactées par la crise. Donc l'agrégat sur lequel le fonds investit, que ce soit le REX, le BE, les BIT ou les BITDA, il est dégradé. Mais surtout, le multiple des BITDA auquel on achète, il est fortement déprécié en période de crise. Parce qu'une très belle boîte industrielle, on la payait 12 fois les BITDA en 2007, on va la payer 7 fois les BITDA en 2009. Donc vous achetez à un moment favorable du cycle si vous rentrez en début de récession. C'est ce qui explique la surperf des millésimes d'entrée de crise. Il faut qu'on parle de l'innovation, Frédéric. Donc,
La baisse du ticket d'entrée, c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui. Le ticket d'entrée pour vous, c'est 100 000 euros avec les points d'entrée que vous avez cités. Donc, c'est pas 100 000 euros tout de suite, mais c'est 100 000 euros sur 5 ans, 20 000 euros par an. La question de la liquidité, c'était l'autre écueil, enfin l'autre frein à lever. On en avait déjà discuté. Oui. Ça y est, enfin, vous pouvez apporter une réponse à cette question de la liquidité, Frédéric. Alors, je vous avais dit qu'on en reparlerait. Oui. J'y travaille depuis à peu près 1 an et demi, donc on est en discussion très avancée avec 7 assureurs vie français pour offrir quelque chose de vraiment, je dirais que c'est la révolution 2.0 d'Altaroc. C'est un fonds, un millésime de private equity Altaroc liquide. Donc, avec une liquidité garantie par l'assureur vie. Maintenant, comme il n'y a pas de magie, il y a un coût à ça. Donc, on va sortir prochainement un produit avec 7 assureurs vie français de premier plan qui offrira aux souscripteurs une liquidité à tout moment. Bon. Mais la construction de ce produit est telle que le produit sera à appel de fonds immédiat et non pas à appel de fonds différé parce que l'assureur vie français, aujourd'hui, sait gérer l'appel de fonds immédiat et n'est pas organisé au niveau informatique pour gérer l'appel de fonds différé. Donc ce produit-là aura une performance intrinsèque, Grégoire, qui sera significativement moins bonne que le produit Altaroc, qui est un produit haut de gamme. Donc on va offrir un produit d'entrée de gamme qui sera liquide mais moins performant. Mais oui, c'est le prix de la liquidité. Exactement. C'est la contrepartie d'une liquidité à tout moment. Exactement. Donc ce produit, et d'ailleurs on ne va pas l'appeler du même nom. On va appeler la gamme, pour être très clair, la gamme d'entrée de gamme s'appellera Alta Life. Ce sera un produit pour les assureurs vie français et on aura un produit haut de gamme qui s'appelle Altaroc, qui est notre cœur de base. Et on va sortir un autre produit pour l'ultra haut de gamme. Certains de nos partenaires nous disent on aimerait un produit ultra haut de gamme qu'on a co-dessiné avec eux. Je ne sais pas comment on va l'appeler encore. Je ne sais pas si on l'appellera Alta Gold ou Alta Prime ou je ne sais pas. Qui permettra à un client privé de gérer son allocation en private equity sur plusieurs millésimes. D'accord. Donc on gérera sa poche d'emploi et sa poche de réemploi dans une poche dynamique, dans une bonne structure fiscale, juridique et transmissive, pour que le client puisse gérer quelque part une allocation en private equity et non pas la souscription à un fonds. Et ça, c'est radical aussi. Juste pour conclure, il nous reste 10 secondes, Frédéric. Les clients privés high net worth américains, ils ont jusqu'à 10, 15, 20, 30% de private equity. Les grandes familles sont à 30%. 30%, plus de 30%. En Europe, pour des populations identiques 0,3. D'accord. Non mais voilà, pour donner un peu l'ampleur du chemin et de l'aventure qui reste à parcourir. C'est pour ça, depuis qu'on s'est vu, j'ai recruté 30 personnes, ils sont tous là pour ça. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Frédéric Stollard, managing partner d'Altaroc, qui est avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.